Bienvenue dans le podcast Progressia Immobilier. Ici, nos invités partagent leurs expériences, leurs liens avec l'immobilier et leur attachement au Havre. Suivez-nous, réagissez et partagez. Ce premier podcast est symbolique pour Progressia Immobilier puisque notre invité du jour n'est autre que Frédéric Alves, le promoteur immobilier des bureaux que nous occupons 87 quai Colbert au Havre. Il nous parle de sa vision du métier de promoteur et d'une passion qui l'anime fort au quotidien, le sport automobile. Un premier échange qui, nous l'espérons, vous fera vibrer autant que nous avons eu plaisir à l'interviewer. Bonne écoute à vous. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier podcast de Progressia et c'est un invité que j'ai vraiment le plaisir de recevoir aujourd'hui parce qu'on se connaît bien. Bonjour Frédéric Alves. Salut Laura. Alors on se vous voit, on se tutoie aujourd'hui. Je vais avoir du mal à vous voyer. Alors Frédéric Alves, en résumé, toi tu te considères plutôt comme un artisan de l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Oui, alors j'avais mis ça en baseline de ma société quand je l'ai créée, de mon actuelle société quand je l'ai créée en 2017, parce que la définition étymologique de l'artisan, c'est celui qui met son art au service des autres. C'était très pompeux. Et puis je l'utilise de moins en moins parce qu'un jour un copain m'a dit c'est fait bizarre ton truc, t'es artisan de l'immobilier mais t'es président de ta société, un artisan président c'est très bizarre, donc du coup je l'ai oublié. Mais ceci étant, cette étymologie là elle me ressemble bien, mettre son savoir-faire au service des autres, ça me va bien. Donc c'est la bonne définition aujourd'hui. Ouais, c'est la bonne définition. Savoir-faire au service des autres. Exactement. Alors finalement, ton job au quotidien, c'est quoi ? Hormis évidemment mettre ton savoir-faire au service des autres, ça veut dire quoi concrètement ? Alors moi, mon métier, je suis promoteur immobilier. Ça, c'est mon métier de toujours, j'allais dire, puisque j'ai commencé comme ça et j'y suis toujours. Le promoteur immobilier, c'est celui qui est à l'initiative d'un projet immobilier. On va dire qu'il est arrangé dans une catégorie plus large du métier de la maîtrise d'ouvrage, puisque en fait le promoteur immobilier a plutôt la vocation d'être à l'initiative d'une opération pour la vendre. Le maître d'ouvrage en général est la personne qui est à l'initiative de l'opération immobilière pour la vendre, l'utiliser, l'exploiter, etc., etc. Donc mon métier c'est ça, c'est d'être à l'initiative d'imaginer des projets sur des terrains sur lesquels il n'y a rien, où il y a des choses qui sont obsolète, et puis de faire concevoir, faire construire, faire commercialiser, etc., etc. Alors le terme faire est important parce que finalement le promoteur il fait pas grand chose, il organise. On a un promoteur ou un maître d'ouvrage en général, c'est un chef d'orchestre. Je dis souvent, le chef d'orchestre ne sait pas jouer de la flûte ou du triangle, mais par contre, il sait entendre quand le flûtiste ou celui qui joue du triangle, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Percussionniste. Percussionniste. Ouais. Ouais, c'est un peu plus gros percussionniste. Ouais. Mais bon, bref, on digresse. Quand il joue, quand il dissonne, le chef d'orchestre sait le reconnaître. Et le métier de promoteur, c'est ça. C'est de faire en sorte que la partition qu'il a demandé d'écrire, puisque c'est pas lui qui l'a écrite, c'est l'architecte qui a conçu le bâtiment, qu'il soit en capacité de la faire mettre en œuvre par un ensemble de spécialistes de leur domaine en particulier, dans une harmonie la plus complète possible, et l'harmonie c'est la réussite du projet. Voilà. Donc ça c'est mon métier de tous les jours, chef d'orchestre. C'est un beau métier, chef d'orchestre. C'est un beau métier parce que alors c'est un métier très complet parce que, comme je le disais, en fait, on ne sait pas jouer de tel ou tel instrument, mais il faut les comprendre, il faut les entendre. Donc du coup, c'est passionnant puisque c'est très diversifié, c'est très ouvert, on touche à plein de domaines de compétences, à plein de domaines d'activité, du juridique, au financier, au commercial, au technique, à l'humain, au relationnel. Enfin, il y a plein de domaines de compétences auxquels on touche. Donc ça, c'est passionnant, mais c'est aussi extrêmement stressant, parce que justement, c'est très divers, donc il faut penser à tout, il faut anticiper tout.
en tout cas le maximum possible, ça c'est notre rôle, que d'être en anticipation du flûtiste qui s'est endormi et qui a oublié sa partition. Donc ça, il faut le voir du coin de l'œil. Donc ça, c'est très stressant. Et puis ce qui est très stressant aussi, c'est de faire des choses pour lesquelles on engage énormément d'énergie, énormément de moyens financiers, ça c'est aussi une donnée, alors qu'on ne maîtrise pas tout. Il faut faire confiance dans les autres et dans leurs compétences. Donc ça, c'est effectivement un volet plutôt stressant, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on devient promoteur immobilier ? Est-ce que, comme Obélix, il faut être tombé dedans ? Alors, pas loin. Moi, je suis issu d'une famille de gens qui étaient tous dans le bâtiment, fils d'immigrés portugais, donc t'imagines bien que le week-end, c'était du placo, de la couverture, de la maçonnerie, mais depuis tout gamin. Donc oui, je suis tombé dans la construction quand j'étais tout petit. Et puis c'était pas du tout ce que je voulais faire au départ, hein. Moi, j'ai toujours rêvé d'être ingénieur motoriste dans l'automobile. Et puis à l'âge de 21 ans, au moment de mes études d'ingé, il fallait me spécialiser, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et puis j'ai finalement fait le choix du métier de promoteur à la suite d'un stage en conduite de travaux chez un major de la construction, où j'en avais marre de faire mettre en œuvre des choses que je trouvais absurdes. Donc je me suis dit, attends, non, ça m'agace de faire des choses qui n'ont pas de sens, ou que je trouve bêtes. Faudrait que peut-être que je sois à la conception. Donc je m'étais dit, tiens, je vais faire archi. Puis en fait, à l'occasion d'un rendez-vous de chantier, je me suis aperçu que celui qui quand même donnait le tempo et le là, c'était quand même celui qui payait, c'est le promoteur, le maître d'ouvrage. Et je me suis dit, ça c'est un bon métier, ça je vais bien faire ça. Et puis voilà, et puis il se trouve que mon tuteur à l'école de l'époque était promoteur immobilier, que je lui ai dit, mais c'est quoi ce métier ? Explique-moi, je ne connaissais rien. Hein. Donc il m'a expliqué, je lui ai dit, c'est bien ça, ouais, ça je veux faire ça. Et puis il m'a dit, si tu veux, pour ton stage de fin d'études, on peut t'accueillir. Moi j'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis j'y suis allé en stage de fin d'études, et puis j'y suis resté. Voilà. Tout comme la Normandie d'ailleurs, j'y suis arrivé puis j'y suis resté. Alors oui, j'allais y venir, c'est quoi la Normandie finalement, terre d'adoption en fait pour toi Ah bah oui, je savais à peine où c'était en fait, de bon parisien que j'étais. Donc moi je suis arrivé en Normandie pour faire mon stage de fin d'études. Alors aussi pour rejoindre ma petite copine de l'époque, qui ne l'est pas restée longtemps d'ailleurs, mais en fait je la remercierai jamais assez, ouais. Hein, parce que c'est elle qui m'a fait venir en Normandie, je serais jamais venu autrement. Et donc j'arrive à Caen en mai 2003 pour faire mon stage de fin d'études chez un promoteur qui s'appelait, puisqu'il n'existe plus, le nom a changé, Investir Immobilier, dirigé par Monsieur Weber, Didier Weber. Qui m'a recruté en à peu près 30 secondes, ce qui est pas facile pour un étudiant ingé à qui on a dit, voilà, t'auras 1 entretien, 2 entretiens, 3 entretiens, voilà ce qu'il faut dire, il faut arriver avec un costard, une cravate, machin, gna gna gna. Alors lui, ils s'en foutaient, mais royalement. Oui, j'allais dire, Didier Weber était voilà. à peu près tout l'opposé de ce que tu viens de décrire. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai appelé spontanément, en fait, j'étais passé devant l'agence à Caen à l'occasion d'une de mes week-ends amoureux. Et j'étais passé devant, je me suis dit tiens c'est marrant, puis j'avais cherché, et puis il se trouvait qu'il était vice-président de l'AFPI, je me suis dit ça doit être un bon gars ça. Puis j'avais appelé, il m'avait pris au téléphone quand même, donc un stagiaire qui appelle pour demander un stage, il m'avait pris au téléphone. Et du coup, j'avais déroulé mon discours, hein. J'entendais bon, ok. Et puis à la fin, je me suis dit, bon, je dois le saouler vraiment, donc je vais couper court. Donc je lui ai dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous envoie mon CV, ma lettre de motivation, et puis je vous laisse me recontacter. Il me dit, non, votre CV, votre lettre de motivation, ça m'intéresse pas, parce que vous allez me dire qu'on est les plus beaux, que vous êtes les plus forts, et qu'on va faire les plus bébés du monde. Les plus beaux bébés du monde. Ça, c'est textuellement ce qu'il m'a dit. Donc là, ça m'a séché. Je me suis dit, c'est mort, jamais je viendrai là.
Je lui dis bon bah excusez-moi. Il me dit non. Par contre, ce qui m'intéresse, vous venez de temps en temps à Caen ? Oui. Eh bah venez me voir. Voilà. Et donc je suis arrivé pour mon premier entretien, normalement entretien avec les guillemets, hein, un samedi matin à 9h dans son bureau, un samedi, je me souviens c'était un samedi, il faisait un froid de canard, c'était un samedi de février. Il m'avait oublié. Normal. Oui, normal. Il m'avait oublié, voilà. Connaissant le personnage, quand on connaît le personnage, oui, normal. Il m'avait oublié et comment il me dit ah oui on avait rendez-vous, ah d'accord, bah tiens venez avec moi. Et donc il m'embarque dans sa bagnole direction Argentan pour aller voir un terrain sous la neige. Et je me suis dit putain c'est sportif quand même comme métier ce truc-là. et donc ça a commencé comme ça. Et puis sur la route du retour il me dit voilà. Moi, j'ai envie de structurer ma société. J'ai peut-être besoin de profils comme vous. J'en sais rien, en fait. Un stage, c'est bien. Si vous voulez, vous me dites c'est quoi vos conditions, parce qu'il savait que je venais de Paris. C'est quoi vos conditions pour que vous puissiez payer vos frais et tout ça. Et puis, allez, go, c'est parti. Et donc, je suis arrivé en mai, tout début mai 2023 pour un stage de 6 mois, le stage long de fin d'études d'ingénieur. Et voilà. Et l'aventure a duré ? L'aventure, en fait, je suis rentré en 2003 en tant que stagiaire. J'ai repris l'entreprise en 2012 en association avec la Société Générale, avec Sogeprom. Et puis j'ai vendu moi ma participation et j'ai quitté mes fonctions en 2017. Donc je suis resté, ça fait combien ça ? 14 ans ? Ouais, 14 ans. Voilà. 14 ans. Ouais. Belle histoire, finalement. Ouais, c'était une histoire... Belle rencontre, on peut dire plutôt. C'était une belle rencontre. C'était aussi, pour moi, on va dire, dans le schéma classique qui nous est montré dans les écoles d'ingé, c'était une démarche un peu dangereuse parce que, en fait, alors, dans notre promo, on était 450. J'étais le seul à être dans une boîte alors, sauf ceux qui créaient leur boîte, mais j'étais le seul à être dans une boîte de moins de 200 salariés. On était, quand je suis arrivé chez Investir à l'époque, on était 3, 4 en 2003. Moi, j'ai toujours pour l'anecdote, parce que c'est marrant. J'en veux pas du tout parce que ça force ça forge le caractère, pardon. Donc je suis arrivé en mai 2023, il m'avait oublié aussi. Donc j'ai passé la première journée, dans les 2 premières journées, sur le bord du bureau de sa secrétaire, Nathalie Val, qui était devenue après mon assistante quand j'ai repris, à lire le moniteur. J'ai lu le moniteur pendant 2 jours. J'avais rien à foutre, j'avais pas de mission. Puis après, il s'est dit attends, on va peut-être le mettre ailleurs. C'est lui trouver 2-3 choses à faire. Voilà. Donc après, je me suis installé sur sa table de réunion. Alors je sais que tu l'as connue, cette table de réunion, sur sa grande table de réunion. Donc j'étais un planton au milieu de la table de réunion. Alors ce qui est après coup, alors j'avais pas de bureau, etc. Donc limite, l'ordinateur c'était même limite. Je crois que je l'ai eu 2 semaines après, quoi, genre un truc comme ça. Et en fait, je suis resté là sur ce bureau-là pendant au moins 3-4 mois. Ouais, 3 mois. Je pense la moitié de mon stage. Je l'ai fait sur un coin de bureau, machin. Et en fait, donc on pourrait se dire, c'est pas normal, machin, on n'accueille pas les gens comme ça. En fait, moi, j'en ai retiré une force que je n'aurais pas eu si j'avais pas fait ça, parce que en fait, comme j'étais dans son bureau en permanence et sur la table de réunion en permanence, j'assistais à tout. À tout. Je buvais tout. La meilleure formation. Voilà. J'étais en assimilation complète. Vraiment complète. Et puis il se trouve que du coup ma petite copine que j'avais rejoint m'a viré assez rapidement, donc du coup je connaissais personne à Caen, j'avais que mon boulot. Donc tu travaillais beaucoup. Donc je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup de soirées avec Didier Weber où il me faisait rencontrer plein de gens, etc. Donc c'était l'immersion complète, quoi. Alors là on pouvait pas mieux en termes d'immersion. Après j'ai eu le droit à un placard au 2e étage, voilà, à côté du bureau de sa directrice administrative financière Marie-Dominique Mugelet. Et puis je suis resté là jusqu'à la fin, et puis après j'ai signé mon contrat, et puis j'ai enfin eu à peu près un bureau, et puis ça a déroulé, quoi. Voilà, c'était la période d'essai, en fait, voir si vraiment t'en avais envie et bosser avec lui dans ce milieu. Moi j'attache assez peu d'importance au
on va dire aux signes extérieurs de réussite ou de reconnaissance, etc. Je m'en fous un peu en fait. Donc moi, tant que j'avais un ordi, que je pouvais bosser et que en gros on me laissait de la liberté, moi j'étais content. Voilà. Moi j'avais fait, j'étais à l'époque un entrepreneur frustré, puisque en fait dans la fin de mon cursus à l'école, j'avais fait spécialité aménagement et construction, donc ça va, et master création d'entreprise, je l'avais fait en même temps. Et donc j'avais un projet de création d'entreprise que j'ai pas pu lancer à l'occasion à l'occasion de mon stage de fin d'études, parce que ceux qui créaient d'entreprises justifiaient de leur stage de fin d'études par la création de leur société. Moi je l'ai pas fait parce que j'avais pas les moyens, que j'avais déjà tiré suffisamment sur la corde des finances de mes parents qui avaient peu de moyens, et que je me suis dit mon gars, il va falloir que tu ailles bosser, donc voilà. Et donc mais je partais quand même avec cette envie d'entreprendre, quoi. Alors là j'ai intra-entrepris puisque j'étais dans l'entreprise, et c'est vrai que Didier Webb me laissait beaucoup de liberté. Alors c'était soit voulu, soit par défaut. Il me laissait me démerder, quoi. Voilà. Donc je me démerdais beaucoup tout seul, et quand j'avais besoin d'un truc, il me disait je peux aller voir là-bas. Donc j'allais voir et puis je me débrouillais, quoi, pour trouver. Voilà un peu l'histoire du début et pourquoi la promotion immobilière. Et puis un engagement finalement au fil des années assez important, jusqu'à présider une fédération de promoteurs, quand même. Alors ça s'est pas fait tout de suite, quand même. Il a fallu cravacher un peu. Alors c'est peut-être je suis pas plus fort que les autres, mais j'ai ça en moi, j'ai une capacité de travail importante. Voilà, donc j'ai pas peur de faire des heures quand il faut aligner les heures, dormir peu, etc. Ça, je sais le faire. Pas trop souvent, mais je sais le faire. Et donc, surtout quand je suis dans un truc, je suis têtu, et donc je vais au bout des choses avec le travail, quoi. C'est la force du travail. Et donc, en fait, il a vu ça assez rapidement. Donc, assez rapidement, j'ai été chargé de plus en plus de missions. Voilà. Donc, 2003, j'arrive, je suis embauché en novembre. 2000, alors on n'était vraiment pas beaucoup, hein. C'était à une époque où il se reconcentrait. Il avait un très gros groupe immobilier, puisque c'était surtout des agences immobilières et du syndic de copropriété, franchisé Century 21. Et j'arrive en fait au moment où il cède son portefeuille d'agence à Foncia pour se reconcentrer sur son premier métier, qui était la promotion immobilière. C'était pas l'agence, son premier métier. Et donc j'arrivais pour aider à structurer, à développer, etc. Donc il y avait Documentype, il y avait rien, tout le monde travaillait en silo, etc. Et puis comme à chaque fois il m'envoyait à droite, à gauche faire des choses, des fois je réinventais des choses qui existaient déjà, quoi. Et puis un jour je lui dis, c'est dommage, plein de choses qui existent, on les partage pas. Ah ouais, allez-y, faites. Et donc il se trouve qu'on rencontre alors c'était comment c'était que je me souviens plus comment ça s'appelait. Il y avait une certification des promoteurs qui venait de sortir. D'accord. C'était pas NF Habitat, c'était Caliprom, ça s'appelait. Voilà, une certification qui s'appelait Caliprom. Et donc il reçoit ça par courrier. Il me dit tiens, par rapport à ce qu'on a dit, c'est peut-être intéressant, regardez. Puis je regarde, effectivement il y avait un référentiel métier, ça obligeait tout le monde. Je lui dis c'est intéressant. C'est intéressant, mais il faudrait se faire auditer. Donc on se fait auditer par un monsieur qui s'appelle Jean Latonzio, que je salue s'il nous écoutera, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. J'ai beaucoup aimé et collaboré avec lui. Donc c'était un consultant externe qui nous avait audité et qui nous avait dit, les gars, vous avez vraiment besoin de vous structurer, parce que c'est vraiment pump it up, quoi. Il y avait énormément de compétences. Mais elles étaient chacun les gardait pour lui, et voilà. Donc c'est normal, hein, petite entreprise, jamais posé la question, donc et donc on se dit allez go, on se lance dans Caliprom, et forcément qui c'est qui s'y colle, c'est Bibi. Frédéric, allez-y, pilotez ça. Et donc ça a duré 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, on a structuré, on a fait des groupes de travail, etc. Ça, c'était une vraie école d'humilité, parce que l'accompagnement du changement, c'est un sacerdoce. Vraiment, c'est très difficile. C'est très difficile parce que les gens se posent la question de pourquoi est-ce qu'on devrait changer. Donc,
Donc ça a été vraiment 1 an et demi hyper intense, mais pareil, ça m'a permis, en étant, on va dire, pilote du projet Caliprom, en fait, de découvrir en 1 an et demi toute la chaîne du métier de promoteur, que je connaissais à la fin de A à Z, puisque c'est moi qui écrivais les process quand les collègues me les donnaient, quoi. Voilà. Et en parallèle de ça, je m'occupais du développement. Alors le développement à l'époque c'était un peu large, hein, c'était pas que chercher des fonciers, c'était foncier, permis, puis je faisais un peu de tout, enfin bon, je faisais plein de choses en fait. Donc, les journées étaient bien chargées. Pour l'anecdote, je me souviens de quelqu'un que tu dois connaître, Sébastien Jean. Oui, bien sûr. Sébastien Jean habitait à l'époque en face, enfin il vous le racontera si vous l'interviewez un jour, il habitait, donc lui, sa résidence personnelle, il habitait en face de la fenêtre de mon bureau. Et le nombre de fois où il est venu me voir en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? J'arrive le soir, je me couche, la lumière est allumée, et je pars le matin, la lumière est déjà allumée. Mais tu dors là ou quoi ? C'est pas possible. » Donc c'est vrai que j'avais des amplitudes assez importantes. Oui. Et donc, mais c'était bien. Je pense qu'il faut le faire en fait. Il faut jouer ce jeu-là en fait, de donner beaucoup pour capitaliser vite en fait. Et puis c'est quand on a la moelle et qu'on a 20 ou 25 ans qu'il faut le faire, quoi. C'est pas quand on en a 50, hein, c'est fini là. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Donc après, j'ai eu une légitimité plus forte dans l'entreprise, de responsable développement. Il m'a nommé en 2007 directeur de la promotion. Donc là, je chapeautais et le développement et la production, toute la production. En 2009, on crée ensemble une structure, on va dire purement financière, qui me permettait de commencer à prendre des participations dans les SCCV. Ah oui, parce que j'oubliais en fait assez tôt, je crois que c'était dès 2004 ou 2005. Didier Weber me dit voilà, je sais que vous avez envie d'entreprendre, j'imagine que vous allez vouloir entreprendre ailleurs si c'est pas chez moi. Et il me dit voilà, moi j'ai un certain âge, j'ai moins de 10 ans devant moi, il faut que je pense à la suite. J'ai pas de succession familiale, en tout cas pas de gens qui sont intéressés par le métier. Si ça vous dit, on le fait ensemble. Je dis d'accord. Voilà, en 2004, j'avais 24 ans. Déjà, ouais. Donc le chemin était tracé. Le chemin était tracé. On l'avait gardé à l'époque entre nous. Il y avait forcément quelques personnes qui étaient un peu dans la confidence, mais on l'avait gardé entre nous pour pas froisser, etc. Puis il fallait que je continue à construire ma légitimité. Et puis ça s'est fait comme ça. Et puis progressivement, je montais en puissance, etc., etc. Et puis j'ai commencé à être intégré dans la FPI, dans la Fédération des promoteurs immobiliers. Et puis il m'a demandé de plus en plus de représenter l'entreprise à plein de choses, notamment à la fédération. Et puis voilà, je sais même plus quand est-ce que j'ai été président de la FPI. Plus tard, je crois, beaucoup plus tard, 2011, je crois. Non, 2013. Je dirais 2013. Je dirais 2014. Ouais, peut-être. 2014-2016. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 ans. Donc voilà, donc oui, j'en suis arrivé plus tard à être aux manettes piloter la fédération des promoteurs, ce qui a été une période aussi très intense, puisque c'était la période pendant laquelle je reprenais Investir Immobilier, donc ça faisait beaucoup de nouveaux en fait. Ouais. J'étais tout seul dirigeant, avec un associé majoritaire, mais qui n'était pas opérationnel du tout. Je m'occupais de la fédération des promoteurs. Ouais, les journées étaient... Et puis à l'époque, je m'occupais encore... je ne sais pas si tu te souviens du Cargo. J'étais administrateur du Cargo. J'étais secrétaire général du Cargo, donc la salle de musiques actuelle de Caen. Toujours la musique comme chef d'orchestre. Tiens, j'avais jamais fait le lien, c'est marrant ça. T'es forte quand même. Oh dis donc. Et donc ça faisait des journées bien remplies. Ma femme m'a dit, pendant cette période-là, t'avais pris la maison pour un hôtel, mais c'était un peu ça en fait. Oui, donc finalement... bascule après cette période assez intense, mais finalement vers quelque chose d'aussi intense, mais la liberté, est-ce qu'on l'appelle comme ça ? Au moment où je reprends Investir ?
Non, c'était pas encore. C'était beaucoup d'engagement parce que au moment. Alors donc du coup, quand je rejoins Investir, on est 4 ou 5. Ça développe vite, ça recrute vite. On passe malgré tout la crise financière de 2008-2009 assez bien. Ça nous donne même un boost d'activité parce que le hasard des choses fait qu'on avait les bons projets au bon endroit, qu'on a saisi l'opportunité des ventes en bloc aux bailleurs, etc. Donc ça a été pour nous une période pas mal, pas trop mal, on s'en est bien sorti. Quand je viens à reprendre Investir, d'ailleurs je m'associe avec la Société Générale pour le faire, parce qu'en fait j'ai participé à faire tellement grossir la boîte que ça devenait inaccessible pour moi. Le mec il est hyper fort. Bravo. En fait. Le mec il savonne la planche lui-même. C'est l'intelligence même, le gars. Et donc j'étais obligé d'avoir un associé financier externe pour pouvoir financer la reprise. Et donc à l'époque où je reprends, on est 23, 24. Donc ça commence à devenir un beau bébé. On a des nouveaux locaux. Enfin, il faut assumer les frais généraux, quoi. Donc je me colle une pression de dingue. Après, j'ai eu l'extraordinaire chance d'avoir une équipe de dingue aussi. On avait tous la moelle, on était jeunes, enfin, on avait vraiment envie. Tu parles comme si vraiment tu étais très âgé là, Frédéric. Alors, j'avais 33 ans. Au moment où j'ai repris... 32. C'est 2012, j'avais 32 ans. C'était vraiment opérationnel à l'âge du Christ, 33 ans. Et là, j'ai été crucifié. Non, j'ai été crucifié après. Donc, on avait une équipe de dingue. C'est une époque que tu as connue, je pense. Tu as connue. On t'accueillait, à l'époque où tu t'occupais de la FPI, on t'accueillait dans nos locaux. Il y avait pas mal de pots, de machins, etc. Mais tout le monde se donnait à fond. Et donc la pression d'avant continuait à fond. Et puis voilà, et puis ça a payé. Puis on a été plusieurs années de suite le premier promoteur indépendant de Normandie, voire même le premier de Normandie en termes de production. Donc on a payé notre dette qui nous a financé l'acquisition. On a fait évoluer plein de gens. Voilà, on avait fait le job, quoi. Voilà, c'était bien. C'était une belle période. Aujourd'hui, tu travailles seul maintenant, seul quand même, toujours très entouré, mais alors j'ai de nostalgie ou c'était une période, une belle je suis content de l'avoir fait. Je suis content de l'avoir fait. Ce qui me plaisait énormément, on en parlait tout à l'heure en aparté, mais ce qui me plaisait beaucoup dans cette période-là avec les collaborateurs, c'est que ce que j'adorais, c'était initier des idées, des choses, voir s'il y en avait un ou deux qui s'y accrochaient. Et quand il y en avait qui s'y accrochaient, souvent ça agglomérait d'autres. Et puis ensuite, les voir voyager, les idées m'échappaient. Et ils se les appropriaient, ils les développaient, ils en faisaient des trucs de dingue. Et ça, c'était génial, ça. Ça, c'était génial de se mettre en poste d'observateur et de voir les choses évoluer malgré soi, mais c'est dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que sans qu'on y soit, sans qu'on ait imaginé même que ces choses-là puissent advenir. Alors c'était c'était des projets immobiliers, mais c'était aussi des organisations en interne, des projets de communicants aussi qu'on avait eu, l'utilisation de nouveaux outils. Enfin bref, plein de choses qui ont été créées à cette occasion-là. Et ça, j'adorais ça. Après, j'avoue que ce qui me plaisait moins dans cette période-là, c'était il y avait dans ma carrière de promoteur, pourtant c'est un métier risqué, il y a qu'une seule chose qui m'a empêché de dormir, c'est de payer les salaires. Voilà. Ça me stressait énormément. D'assumer nos frais généraux, ça c'était vraiment une cause de stress extraordinaire. Et donc quand est arrivé le moment où j'ai cédé à Investir et j'ai quitté mes fonctions, s'est posé la question de savoir ce que je voulais faire et assez rapidement je me suis dit je veux me libérer de ce stress là en fait. Pour moi la liberté c'était celle-là en fait, c'était de ne pas me sentir contraint j'ai beaucoup d'admiration pour les chefs d'entreprise et les copains chefs d'entreprise qui ont plusieurs dizaines de salariés, centaines de salariés,
franchement, moi je dis chapeau, on peut pas s'imaginer le stress que ça représente pour un dirigeant que d'assumer tout ça et de devoir payer, signer les chèques de salaire à chaque fin de mois et de s'assurer qu'on a la trésor pour le faire. C'est vraiment parce qu'on a conscience. Alors c'est marrant, on a conscience que il y a des gens, nos salariés qui comptent sur nous, mais on a conscience aussi des familles qu'il y a derrière. Et ça, on en a très conscience au moment des arbres de Noël. Ouais. Quand on a 23 collaborateurs et qu'à l'arbre de Noël, on se retrouve 90 ou 100, là, on se dit « Waouh, putain, faut pas que je déconne, quoi. » Là, pour tous les gamins qu'il y a, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'était un stress que j'ai assumé, hein, mais quand j'ai eu l'occasion de m'en libérer, je m'en suis libéré assez vite, en fait. Dès que j'ai recréé, j'ai tout de suite dit non, je repars tout seul, en fait. Ouais. Je repars tout seul. Et je repartais tout seul aussi pour une raison, c'est que je crois que foncièrement, je suis pas un capitaine d'industrie. J'ai pas cette compétence-là. Moi, j'ai besoin, même si j'adorais laisser voyager les projets, etc., j'ai quand même besoin d'avoir les mains dans le cambouis et de faire, quoi. Donc, piloter aux instruments, c'est pas mon truc, en fait. J'aime bien être dedans. Voilà, j'aime bien être dedans. Alors, je pense, hein, mes anciens collègues et collaborateurs pourront me dire si c'est vrai ou pas. Je pense laisser suffisamment de liberté, mais voilà, j'avais envie de remettre les mains dans le moteur, quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je suis reparti tout seul. Pour ne pas avoir de frais généraux, je suis revenu comme 14 ans en arrière. C'est-à-dire, je bossais dans un coin de table dans le salon, et puis j'ai bossé comme ça très longtemps. Si les clients savaient, ils m'auraient pas fait confiance. Ouais. Mais non, comme quoi ça marche, hein, c'est pas l'habit qui fait le moine, hein, c'est la force du travail, la compétence qui permettent de faire en sorte que les choses qu'on fait, on les fait bien ou on les fait pas, quoi. Voilà. Ouais. On en a un bel exemple aujourd'hui, comment le Parisien devenu Canet se retrouve à travailler au Havre. Alors le Havre, c'est une vieille histoire, en fait, hein, parce que vieille histoire qui me vient de Didier Weber, hein, d'ailleurs, hein. Lui avait été un des premiers promoteurs à intervenir sur le Havre. Après, il y a eu une période où il se construisait pas grand-chose au Havre, sans faire de politique, mais la période communiste, etc. Donc la ville était un peu endormie. Je vais me faire défoncer par les communistes. Je suis pas politique, hein, je promis, hein, vraiment, je m'en fous. Moi, j'aime bien tout le monde. Je crois que c'est une réalité. Quand moi, je ne suis pas havraise, mais c'est vrai que chaque fois qu'on revient au Havre, je trouve qu'il y a un beau changement. Ouais. Quand je crois que Ruffnac est arrivé aux commandes 95 ou 96. Là, on fait de la politique. Là, c'est méchant. Là. C'est ça. Moi mais non. Donc c'est lui le renouveau politique, la nouvelle tendance politique du Havre. Et donc il avait lancé. Et puis il y avait un promoteur de l'autre côté de l'eau qui s'appelle Didier Weber, qui lui avait pris le pari de venir pour notamment accompagner le développement étudiant. C'était une des forces du plan de Ruffnac. Donc il avait fait des résidences étudiantes, fort de l'expérience qu'il avait eue à Caen, où il en avait fait pas mal aussi. Et donc moi j'ai poursuivi cette histoire-là, parce qu'en fait quand je suis arrivé, c'était probablement une de mes premières zones d'intervention, c'est Le Havre, que Didier Weber avait quitté depuis 3-4 ans par manque d'opportunités, et où je suis revenu. Donc j'ai toujours gardé ce lien avec Le Havre. Pour être très franc, la première fois où je suis venu au Havre, j'ai cru que c'était une punition. Vraiment, parce que ça sentait pas bon quand on arrivait sur ce jour-là, ça sentait pas bon, pas de peau, quoi. Ouais. Et en fait, c'est une ville extraordinaire. Je me suis dit, il faut pas que tu restes comme ça, faut pas que tu viennes juste sur ton chantier et que tu repartes. Et donc, j'ai passé des week-ends au Havre pour un peu comprendre, me mettre à tremper. Et j'ai compris. J'ai compris beaucoup de choses sur la qualité de l'architecture Perret, sur la qualité de la ville, de ces gens, un caractère marin très franc, voilà. Et du coup, Le Havre, c'est une ville sur laquelle j'ai toujours été présent, du coup, depuis que je suis arrivé en Normandie.
Alors, c'est pas toujours en continu, parce que le marché du Havre est notamment en résidentiel, qui est l'essentiel qui était l'essentiel de mon activité. C'est moins le cas aujourd'hui. C'est plus éparse. Mais le marché du Havre était le moins dynamique en termes de construction d'habitation. Donc, c'était moins évident d'avoir quelque chose de permanent, mais on a toujours eu des opérations au Havre. On a fait des choses assez dingues au Havre, y compris à l'époque Investir Immobilier, y compris à l'époque de mon association avec Sogeprom. Le Havre, moi, c'est une ville que j'aime énormément. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être une ville portuaire, mais il y a une ouverture d'esprit au Havre qui est extraordinaire. Les élus et les services peuvent être exigeants, on peut râler, mais enfin ça on a partout, cette exigence on l'a partout, mais on permet de faire peut-être. Alors en fait on nous pousse à proposer. Dans d'autres villes on nous dit c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est un peu emmerdant quoi. Voilà. Moi je dis souvent ce qu'on a fait ici avec l'opération Quai en Seine, que j'ai co-réalisé avec le groupe Spirit. Je pense que ça aurait été compliqué de le faire sur une des deux autres villes de Normandie. Je pense que ça aurait été vraiment compliqué. Ici on nous a laissé la possibilité de faire des choses assez audacieuses quand même. Mais c'était une audace maîtrisée puisqu'elle avait une réalité économique. C'est pas toutes les villes. Voilà, c'est pas toutes les villes où on nous permet ça. Ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Vraiment, moi, j'ai rarement eu des relations de collaboration aussi fortes avec des services. Il y a une autre ville en Normandie où ça reste quand même, où il y a cette idée de collaboration qui reste assez forte, c'est Caen. Caen a mis en place depuis quelques années des ateliers, etc. C'est chronophage, on aura envie de passer outre. Mais il faut reconnaître ce qui est. Alors là, j'espère qu'ils ne vont pas en abuser s'ils écoutent ce podcast, mais il en ressort de la richesse dans les projets quand même. Il en ressort de la richesse. Il sort de la richesse parce qu'on discute, parce qu'on n'impose pas. La richesse, elle vient de là. Elle vient dans l'échange où on se connaît, on se reconnaît, on a du respect mutuel. Et ça, au Havre, on l'a aussi, quoi. Cette opération qui est en scène, au départ, moi, quand j'ai acheté ce foncier, c'était un foncier occupé, loué à Enedis. Je savais pas trop ce que j'allais en faire et tout ça. Et quand le premier plan que j'ai montré à la direction de l'urbanisme et à la ville n'est pas du tout ce qu'on a fait. Mais pas du tout. Et on a co-construit une OAP, on s'est creusé la tête. On avait du temps en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous manque souvent dans l'immobilier en amont. On construit pour des décennies et on fait un permis en 4 mois, c'est pas cohérent, quoi. Voilà. Après, c'est comme ça, parce que les vendeurs de terrain, notamment les vendeurs privés, ils veulent toucher leurs sous, ce qu'on peut comprendre, le plus vite possible, donc il faut que le développement aille vite. Mais ici en particulier, ça a été hyper agréable parce qu'on avait du temps. Le site était occupé, on a eu 1 an pour faire le développement du projet. Et pendant cette année, on a échangé, on a fait défaire, refaire, machin, etc. Mais toujours en gré à gré, et en étant respectueux de ce que dit l'un, de ce que dit l'autre, en amendant, etc. etc. quoi. Donc au final, l'opération, je pense, c'est très subjectif, mais je pense qu'elle sort bien. Quand on passe devant, on a l'impression qu'elle a toujours existé, en fait. Donc ça c'est un signe de quelque chose d'intégration et de qualité d'opération, quoi. Donc voilà, donc j'ai toujours travaillé. Là, j'ai plus rien au Havre. J'ai fait un appel au peuple. Là, finalement, quelques années à venir toutes les semaines au Havre, et puis là. Cette opération. C'est vraiment par à coup. Je te dis, en 2004, quand on commence dans les quartiers sud, le quartier Saint-Nicolas-de-l'Eure, avec Didier Weber à l'époque, on y est resté 5-6 ans en permanence. On a construit plusieurs résidences là-bas. Puis après, plus rien. Puis après, j'ai commencé à revenir à l'occasion de la conception de la Tour Alta, parce que j'étais encore chez Sogeprom à l'époque.
Et et là, ce projet-là, bah oui, j'achète le terrain en 2018. Bah, j'ai commencé à travailler dessus fin 2017, parce que j'ai cédé moi en début 2017 et j'ai commencé à travailler dessus fin 2017, début 2018. Et donc pendant 8 ans, je suis venu tous les mardis, voire souvent les vendredis matins, en permanence au Havre. Donc voilà. Mon fils me dit maintenant que j'y viens moins, puisque l'opération est livrée, achevée, la période de garantie est passée pour la plupart. Mon fils me voit le mardi matin à la maison et me dit tu veux pas au Havre? Bah non, faut bien que ça se termine. Retrouver un projet. Ouais, c'est bien que ça se termine, mais il avait quand on a démarré, il avait quel âge? Il avait 3 ans. Ouais. J'imagine. Donc il avait 3 ans. Il a vraiment connu. Lui, le Havre. Étapes, puis je l'emmenais des fois quand j'avais 2-3 trucs le samedi, je le mettais dans la bagnole, il venait avec moi. Futur promoteur ou trop tôt pour le dire? J'en sais rien. On aura le temps de changer 1000 fois. Ouais. Et puis franchement. Est-ce que tu passes devant les opérations en disant regarde, ça c'est papa qui. Non, ça c'est vrai que je le fais pas. C'est un vrai travers, mais c'est un beau travers, je trouve, des gens de la construction en général, pas que des promoteurs. Moi, je me souviens, mon père était plaquiste. Donc le placo, c'est vraiment le truc qui se voit pas, quoi. C'est à l'intérieur, machin. Ouais. Et je me souviens quand j'étais gamin, même plus tard, ça c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est moi, mais c'est moi qui l'ai fait, tu vois, en totalité, quoi. Ouais. Tout le monde est comme ça. Tout le monde, ça c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est beau parce que c'est un sentiment d'appropriation qui montre l'engagement qu'ont les gens dans ce qu'ils font, dans la construction. Et franchement, pourvu que ça dure, il faut écouter. C'est les gens qui ont cette idée d'appropriation. Le pire, ce serait que les gens ignorent ce qu'ils ont fait. Alors ça veut dire ce qu'ils font, ils s'en foutent en fait. Et alors ici, là, plutôt fier de ce que tu as réalisé ou ça fait quoi de revenir ici c'est un peu comme ce que je disais pour les collaborateurs. On a initié quelque chose et puis ensuite un projet, puis ensuite ils se l'approprient, ils le voient vivre. C'est pareil en fait, un projet immobilier. C'est assez agréable et plaisant de se dire qu'on n'est plus chez soi. Qu'il y a des gens qui utilisent les espaces. Alors des fois pas totalement comme on l'avait imaginé, mais ça marche. Globalement ça marche plutôt bien. Donc ça c'est plutôt agréable, de voir les choses nous échapper et vivre leur vie, parce que en fait nous on est à l'initiative des projets, mais nous on est un épiphénomène dans la vie des projets en fait. On dure, ici, ça a été plus long parce qu'on l'a fait en plusieurs tranches, mais on dure 3-4 ans dans la vie d'un projet, d'un truc qui va vivre pendant 100 ans, 150 ans, quoi. Donc on est vraiment un épiphénomène, en fait. Ouais. Est-ce qu'on dort bien avec tout ça? On a des astuces pour t'endormir? Tu es très podcast, je crois. Moi, j'écoute des podcasts, ouais. J'écoute des podcasts. C'est ma femme qui m'a filé le virus. La vertu du podcast, c'est que elle permet de ne plus penser au quotidien, parce que si on veut pas perdre le fil de l'histoire, faut écouter l'histoire. Donc on pense pas vraiment à autre chose, ou beaucoup moins. Donc ça aide à dormir. Après, je vais pas dire que je dors bien tous les soirs. Moi, je suis un éternel angoissé, je suis un trouillard, quoi. Ce qui est pas bon pour être promoteur immobilier, mais j'assume. Tous les copains et confrères le savent, je suis un vrai trouillard. Moi, quand j'aborde un projet, j'aborde avec un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Tu t'en sors bien, je crois. Bon, des fois ça m'embête. Un peu de recul, je crois que ça va. Des fois ça m'empêche de faire des projets, mais bon, tant pis. C'est tout l'avantage d'être tout seul, d'avoir une structure légère, c'est que au final, je suis pas condamné à produire. Voilà. Donc je ne produis que ce que je sens bien. Si je le sens pas, je le fais pas. Ça m'est encore arrivé hier de dire il y a un truc que je sens pas. Et je préfère pas le faire. Voilà. Donc mais bosser tout seul, c'est la contrepartie d'être trouillard. En fait, voilà. Oui, alors trouillard, mais je crois que tu as quand même entre deux, le petit temps, peu de temps qu'il te reste.
une passion devenue aussi une activité. Ah zut, on en parle. On en parle un peu, ouais, quand même. Je crois que ça occupe quand même, combien de pourcentage de ton temps? Ouais, aujourd'hui, ça occupe peut-être une journée et demie par semaine en moyenne, ouais. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Donc ce que je disais tout à l'heure, je suis tombé dedans je suis tombé dans 2 marmites quand j'étais petit, plus fort qu'Obélix. C'est fort. Ouais. Non, Obélix, c'est de la gnognotte. Tu vas voir, ça va te montrer. Donc moi, je suis tombé dans la marmite de la construction, qui est mon métier, et puis je suis tombé dans la marmite de la passion automobile et du sport automobile notamment. Quand j'étais tout petit, j'avais 3 ans, et puis mon parrain de l'époque m'a mis sur ses genoux, pour tenir le volant de sa Golf GTI blanche 1,6 litre. Toute une époque. Donc, ça, pour les connaisseurs, ils comprendront quelle émotion ça peut procurer. Et puis j'étais foutu, quoi. À partir du moment où il a fait ça, c'était devenu... Donc voilà, c'est quelque chose que je porte... on va dire c'est le jardin secret. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait dans le sport auto, parce que j'avais pas envie. C'est peut-être con, hein, mais à la fin de mes études d'ingé, moi je voulais être ingénieur motoriste dans le sport automobile. Ça c'était mon truc. Et puis je l'ai pas fait parce que je me suis dit, est-ce que t'as pas peur en mangeant du sport auto tous les jours de casser ta passion et ton jardin secret. Ouais. J'avais peur de me lasser, j'ai eu très peur. Et donc je me suis dit, non, je vais faire un autre truc que j'aime bien, c'est la construction. Et donc j'ai laissé le sport auto pour... l'automobile et sport automobile, on va dire comme un petit jardin secret. Et puis voilà, c'est resté un petit jardin secret. Et puis voilà, j'aimais bien les voitures, j'aimais bien aller au rassemblement des voitures. Voilà, j'aime bien ça. C'est pas très politiquement correct par les temps qui courent, mais bon, voilà, j'assume, quoi. C'est mon truc. Enfin, après, c'est pas très politiquement correct. C'est la passion pour l'automobile. Elle porte sur des véhicules historiques ou des véhicules d'exception. Pas dire que la quantité de kilomètres que ces véhicules fassent soit de nature, ça génère forcément des émissions polluantes, mais enfin c'est pas l'essentiel de la problématique, quoi. Et puis ça reste un sport avec des valeurs assez fortes aussi. Oui. Donc voilà, j'ai vécu ça de façon très très discrète, on va dire, pendant plusieurs années, et puis je sais pas, c'était peut-être un électrochoc quand j'ai cédé ma participation chez Investir Immobilier et que je me suis retrouvé tout seul. Non, c'est à cause de ma femme. Ma femme m'a offert un stage de pilotage. C'est toujours la faute des femmes, toujours. C'est dingue, ça. Là, tu vas vraiment avoir des problèmes. Oui, un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Et donc, elle m'avait offert un stage de pilotage, et puis j'ai embarqué un copain dont je savais qu'il aimait les voitures. Du coup, je lui ai offert aussi un stage de pilotage. Je lui ai dit, tiens, viens avec moi. Et puis, pour moi, c'était une révélation. J'avais jamais mis les pieds sur un circuit. Et ma passion automobile que je vivais en spectateur, plutôt comme spectateur ou comme utilisateur de voitures un peu sportives pour faire des balades, etc. Je ne suis pas un dingo de la route, hein. Ça, je tiens à le préciser. Oui, c'est bien de le faire, oui. Ouais, c'est vraiment alors je suis un trouillard. Un trouillard, oui. J'osais pas le redire. Et voilà. Donc le trouillard sur la route, il a la trouille. Il a la trouille des autres, il a la trouille du gendarme, etc. Et c'est très bien. Et donc du coup, je roule au régulateur et puis je me fais pas chier. Et je cruise. En écoutant des podcasts. Alors pas dans toutes les voitures, parce qu'il n'y a pas forcément Apple dans toutes les voitures, mais enfin. Et donc voilà. Donc en 2017, c'est une révélation pour moi. C'est la première fois que je mettais les pieds sur un circuit, mais pas en tant que spectateur, mais en tant qu'utilisateur. Et alors là, c'était parti. Et donc on commence. Je propose aux copains de nous acheter une auto pour aller s'amuser sur les circuits plutôt que sur la route le week-end. Donc voilà. Donc on commence comme ça en 2017-2018. Je casse l'auto en 2019. Mais avec la façon, hein, en haut du raidillon à Spa, paf, comme ça au moins.
Parfait. On le fait avec la manière, voilà. Ouais. Mais elle était cassée quand même. Et puis finalement, ça me vaccine pas. Je rachète une autre voiture. Et puis, je sympathise avec 2-3 copains. Et en fait, assez rapidement, on s'est aperçu que ce qui nous plaisait beaucoup, c'était de partager, en fait. C'était de partager. On va dire que on avait, lui et moi, chacun pas trop mal réussi dans la vie. Donc on avait un peu de sous, on pouvait se permettre d'aller rouler, etc. Et ce qu'on adorait, c'était, ce qu'on adore toujours d'ailleurs, c'était d'aller partager ça avec les gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas accès à ça. Parce qu'on a conscience qu'à un moment donné, on est tombé là-dedans parce qu'il y a quelqu'un qui nous a mis sur les genoux, emmené, etc., etc. Et donc, on roulait beaucoup, on invitait des clients, des partenaires, etc. Enfin, on roulait souvent, pas beaucoup, hein, parce que c'était une fois par mois, quoi, on va dire. Et puis, on a monté une association pour promouvoir ça, pour faire des événements, à l'occasion des 24 heures du Mans, notamment. On a commencé à faire ces choses-là. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon... on roule sur circuit en loisir parce qu'on était hors compétition, hors cadre de compétition, et puis on s'est dit faudrait peut-être et si on s'essayait à la compétition. Et pour nous c'était loin la compétition, c'était très très loin. Et le hasard des rencontres fait que donc nous on n'y connaissait absolument rien, et le hasard des rencontres fait qu'on sympathise très fort d'ailleurs avec tous les deux, avec un mécanicien qui était le chef d'atelier de chez Ferrari au Mans, qu'on croisait de temps en temps sur les circuits. Et puis on sympathise avec lui, mais lui c'est un vrai du sport automobile, c'est-à-dire qu'il a suivi la filière, je crois que c'était la filière Elf des mécaniciens à l'époque. Il a fait les 24 heures du Mans 3 fois avec Pescarolo, Belmondo, etc. Donc lui c'est un vrai, donc nous on le regardait avec des yeux et des étoiles plein les yeux, quoi. Et bon voilà. Et du coup, on s'est dit, on aimerait bien, mais on n'a pas non plus des moyens extraordinaires. Et comme on n'est pas du genre à rester les deux pieds dans le même sabot, on s'est dit, plutôt que dans le sport automobile, quand on veut faire des courses, on achète un baquet, en fait. Soit c'est un sponsor qui l'achète pour nous, soit c'est nous qui achetons un baquet. Donc on loue un baquet, on loue une place dans la voiture pendant une course. Bon, nous, on n'avait pas les moyens de faire ça coûte trop cher. Et donc on s'est dit, si on n'a pas les moyens, on va faire une écurie nous-mêmes. Et puis voilà, je pense que c'est la force de l'inconscience en fait de ce que ça représente, parce qu'on s'imaginait pas du tout ce que ça représentait en fait. Et on l'a fait parce que on avait envie d'embarquer du monde, de partager, toujours dans cet ADN là. Donc voilà, donc l'écurie a un nom à la con qu'on a trouvé en 2 secondes. Mon associé s'appelle Olivier Lemaire et moi je m'appelle Frédéric Alves et on a appelé ça Le Mal Racing. Donc c'est vraiment dans la période MeToo, c'était pas terrible. Enfin, on assume. Et donc on a créé ça. Quand on raconte l'histoire, ça passe. Ça passe, ouais. On a créé ça en 2022, de façon un peu inconsciente, avec l'aide de notre cher troisième, je l'appelle notre associé, même s'il n'est pas dans la structure, parce qu'en fait, fait partie des fondateurs. Donc notre mécanicien qui s'appelle Giancarlo Cervellini, tu vois, il porte dans son nom l'Italie. Hein. Ouais. Et donc on a créé l'écurie à 3 en 2022 et on a engagé une première voiture dans un championnat en endurance. C'est des courses de 4 et 6 heures. Alors pourquoi on l'a fait dans un championnat en endurance ? Parce que justement l'endurance c'est un sport d'équipe. Voilà. C'est-à-dire qu'on gagne pas que par la performance, on gagne par la cohésion de l'équipe, on gagne par le travail de l'équipe. Et quelque part, je retrouvais un peu du goût de ce que j'avais perdu de l'époque d'Investir. Voilà, l'aventure commune, l'aventure humaine commune et tout ça. Et donc on s'est engagé là-dedans, un peu de bric et de broc, et puis je sais pas pourquoi, quand est-ce qu'on a glissé, mais on se retrouve maintenant avec une écurie dont j'avoue que des fois ça nous dépasse un peu. On s'efforce et on se le rappelle à chaque fois qu'il faut qu'on garde notre ADN qui est celui du partage,
avec les autres, du partage de la passion, etc. Ça, c'est important. De la bonne humeur. Voilà. On a suffisamment d'occasions de se prendre la tête au quotidien sans pour autant faire de sa passion une prise de tête aussi. Donc ça, on le fait pas. Donc maintenant, on a 3 voitures engagées en compétition, enfin 2 en ce moment et puis une 3e bientôt. On participe à énormément d'événements. On a participé au salon Deauville Classique. On a été invité par le salon Deauville Classique, ce qui était pour nous, on s'est dit mais non, ils se sont trompés. Pourquoi ils nous invitent pour exposer nos voitures? On a rencontré, c'était extraordinaire parce qu'on a rencontré énormément de passionnés. Ce qui était génial, c'était de faire monter les enfants dans les voitures de course et de voir les sourires sur les visages. Ça, c'était top. Ça, c'est vraiment, c'est notre bonbon, ça, quand on arrive à faire ça. Et puis là, on vient de rentrer le week-end dernier, la semaine dernière, parce que ça a duré de jeudi jusqu'à dimanche dernier, d'un événement qui nous tient énormément à cœur, qui s'appelle les 500 Ferrari contre le cancer, qui est un événement qui dure depuis 31 ans et qui a pour but de rassembler des passionnés et de récolter des sous pour participer à la recherche contre le cancer, et notamment au centre de recherche du CHU de Poitiers, je crois. Voilà. Et donc c'était extraordinaire. Alors là, on a commencé à 3. Je crois que j'ai fait le décompte. Dans notre box, on a atteint jusqu'à 60 personnes dans le box. Ça, c'était génial. Dans le week-end, on a dû emmener et faire découvrir, j'ai pas encore fait le décompte exact, mais peut-être plus de 300 personnes. On a fait 300 baptêmes qui, pour certains, étaient payants, donc pour aider à lutter contre le cancer. On a fait monter des dizaines d'enfants dans les voitures, on a fait des photos, des machins, etc. Enfin bref, voilà, ça c'est quand on n'aura plus ça, on arrêtera. Mais tant qu'on a ça, tant qu'on a cette proximité avec les gens, avec on va dire nos semblables qui sont des passionnés de l'automobile, mais des vrais passionnés de l'automobile et pas de l'automobile bling bling, ça nous intéresse pas. Et ben on continuera à le faire. J'ai conscience on en avait parlé, j'ai conscience de l'image que ça peut renvoyer, d'élitisme, etc. Mais on essaye de le combattre à mort parce qu'on veut surtout pas de ça. En fait, on veut que ce soit accessible. Et c'est pour ça que c'était bien d'en parler aujourd'hui aussi. Ouais. On veut que ce soit accessible. On essaye aussi de travailler sur notre impact. Sur notre impact écologique, sur l'impact de ce que génère notre activité. Alors moi, j'avoue que chacun d'entre nous le fait à sa façon. Alors on a on va dire un plan au titre de l'écurie, puis après chacun le vit à sa façon. Mais moi, je sais que je prends quasiment plus l'avion. Voilà, j'ai décidé de plus prendre l'avion. Pour partir en vacances, etc. Je prends quasiment jamais. J'essaye de me déplacer tant que se peut à vélo, etc. Pour essayer de compenser. Alors ça compense pas totalement, mais enfin j'essaye de compenser un minimum. Et puis à mon échelle perso, et puis après à l'échelle de l'écurie, on recycle énormément. Je crois qu'on jette moins de 10% des pneus. Alors c'est bizarre, mais on arrive à recycler nos pneus grâce à des copains qui font du mobilier et des objets d'art, un copain qui s'appelle Woodson, la société s'appelle Woodson, qui se trouve, alors c'est pareil, c'est le hasard de la vie qui fait que on les connaissait pas, et c'est nos voisins de notre atelier qui est basé au Mans. Voilà, on les a rencontrés comme ça. Et en fait, ils prennent nos pièces détachées usées, ils en font des objets d'art et du mobilier. Voilà. Et ça, après. On utilise, là ce week-end, on a roulé 100% en e-fuel, en carburant de synthèse. Donc c'est un carburant qui était fourni par Aramco, qui est la société qui fournit aussi le carburant pour les courses de Formule 1. Donc c'est un carburant qui est fabriqué à partir de la captation du carbone dans l'atmosphère. Qui coûte un bras, mais bon, c'est comme ça, quoi. Donc on fait ça, et puis on a aussi accompagné, parce qu'on on fait rouler une Peugeot 208 Cup,
Et on a accompagné un groupe d'étudiants qui sont extraordinaires. C'est des étudiants de l'Estaca, des étudiants ingé de l'Estaca qu'on a rencontrés par hasard et qui ont un projet de rétrofit de notre voiture de la même voiture de course que nous, la 208 Cup. Donc ils l'ont passée en électrique et ils ont réussi l'exploit. Franchement, j'y croyais pas, mais ils l'ont fait vraiment, d'engager leur voiture parmi des véhicules thermiques en course. Ils ont eu l'autorisation, ils ont passé toutes les étapes auprès de la fédération, auprès des organisateurs. Ils ont fait un boulot extraordinaire. Donc nous, on les a aidés un peu financièrement, on les a aidés en les présentant aux organisateurs d'événements, on les a aidés parce que des fois, on leur donne des coups de main avec nos mécanos sur la meilleure façon de réparer leur auto, etc. Enfin, sur les parties qui sont communes. Et donc, on est très fiers d'eux. Ça s'appelle Volta. Franchement, allez voir leur projet. C'est des étudiants. Ils font ça sur leur temps libre. C'est des brutes de travail. Franchement, moi, j'ai un respect énorme pour eux. Parce que, franchement, ils ont fait un truc fou, quoi. Vraiment, ils ont fait un truc fou. Je crois que c'est les premiers à avoir engagé. Alors, en France, c'est sûr. En Europe, probablement. Je me demande même si c'est pas une première mondiale. Franchement, mais les premiers à avoir engagé une voiture de course 100% électrique dans une course banalisée avec d'autres véhicules. Franchement, c'est extraordinaire. Ils ont fait un truc extraordinaire. Donc voilà, donc nous on essaye à notre petite échelle d'accompagner des initiatives comme celle-là parce que on pense que le sport auto et notamment les courses d'endurance, ont une vertu de traduction de ce que c'est que l'esprit d'équipe, la cohésion, et puis ça renvoie pour les passionnés de l'automobile à tout l'imaginaire collectif qu'on peut avoir autour des 24 heures du Mans. Ouais. Autour de ces courses d'endurance extraordinaires qui étaient des vraies aventures humaines et des défis humains. On serait incapable de faire aujourd'hui ce qu'ils ont fait, je pense, parce que on a eu l'occasion là ce week-end, on a eu une chance extraordinaire. On a eu la visite de 3 légendes du sport automobile qui sont venues nous voir dans le stand, dont Henri Pescarolo, Jacques Lafitte et René Arnoux, qui nous ont dit c'est quoi ce truc-là, le mal, c'est bizarre votre truc. Donc on leur a expliqué, on a eu la chance d'être mis en contact avec eux grâce à notre team manager Timothée Gillin, qui est un ancien pilote professionnel normand, de grand talent, qui les connaît, et voilà, donc on a pu partager avec eux, et quand on voit ce qu'ils ont fait, à quel point, mais ils ont de l'âge, mais ils sont encore bon pied bon oeil, ils ont de l'énergie, etc. On se dit waouh, putain, ça c'est extraordinaire, et ils ont été nourris par cette passion de l'automobile et puis par ces aventures humaines extraordinaires qu'ils ont vécues pendant tout au long de leur carrière, quoi. Donc c'est des vrais exemples pour nous, quoi. On fera jamais comme eux, hein. On a passé l'âge de devenir pilote professionnel, hein. Mais pour nous, c'est des exemples en termes de qualité humaine, en fait. Voilà. C'est des gens qui ont embarqué, qui ont révolutionné les choses, qui ont embarqué des choses. Voilà. Si on peut prendre un peu d'eux pour mettre chez nous, on serait content, quoi. Voilà. En tout cas, quand là tu parles de tout ça, t'as vraiment la banane, on sent la passion, on sent que là c'est profond. Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour la suite ? Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le bon équilibre de vie, pro, perso, les passions. De mieux dormir, mais du coup le podcast Progressia va m'aider. Va t'aider. Non. Refaire un projet au Havre, peut-être, non ? Ouais, moi j'aimerais bien refaire des projets. Alors c'est vrai que la période est un peu étrange là, en termes d'immobilier, donc c'est un peu, c'est un peu étrange, quoi. Le marché est atone, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Bon, après, voilà, il faut attendre, il faut que la chose passe. Mais bon, on est là, de toute façon, je suis là depuis 20 ans, je serai encore là pendant longtemps, donc voilà, quoi. Pourvu que ça dure.
On arrive un peu au terme de ce premier podcast déjà. C'est fou. Moi, je peux en refaire 2 heures. On peut en refaire 2 heures. Écoute, dernière question. Tu fais 2 heures ou pas, c'est toi qui décides. J'ai bien compris qu'on ne prend pas trop l'avion, mais s'il y avait un endroit, une ville que tu aimerais nous faire découvrir ou un lieu que tu affectionnes particulièrement, ce serait où ? On part où là maintenant ? Oh, c'est dur ça. Ah ouais ? Ça, c'était pas préparé ça. Non. Alors, un lieu où aller. Waouh, c'est compliqué ça. Le mec, il pense qu'à ça. Premier truc qui me vient, c'est au Mans, parce que c'est les 24 la semaine prochaine. Ouais, mais je crois que je suis irrécupérable. Je crois que malheureusement, tu me dis, viens, on va quelque part. Je te dis, attends, je vais chercher la remorque, je grimpe une voiture dessus, je vais te faire découvrir ce que c'est que le sport automobile. Ouais, on termine vraiment avec la banane. Ouais, ça, vraiment. Malheureusement, je crois que c'est foutu en fait. C'est mort. Tu vois, on a bien fait d'en parler quand même. C'est vrai, c'est vrai. Merci Frédéric, en tout cas, pour cet échange. Avec et puis, plaisir. encore une fois, pour ce tout premier podcast et une première pour toi aussi, parce que tu as plutôt l'habitude de les écouter, mais pas forcément... Non, c'est mon 10e podcast. J'en fais tout le temps. Ouais. Non, c'est une première. C'est agréable. C'est pas désagréable de se raconter un peu comme ça. Puis c'est plutôt sympa de le faire avec toi. Merci en tout cas, et puis une très prochaine pour un nouveau podcast que tu pourras écouter en temps dormant, avec Frédéric. Grand plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut.